Salut tout le monde, bienvenue au podcast des deux Yeti, épisode 6. Encore Kevin Caboret avec mon collègue Hugo Prince, oui. Donc aujourd'hui, on est rendu au podcast numéro 6 les deux Yeti podcast. Juste avant qu'on commence les podcasts, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Aussi, les podcasts sont sur Spotify. Il va être bientôt sur Apple Podcast et toutes les autres plateformes d'audio. Fait que aujourd'hui, Kevin, on va parler de quelques sujets d'actualité qui sont passés récemment. Puis à la fin du podcast, on va faire quelque chose un peu de différent. Yep. Fait que pour ceux qui vont essayer jusqu'à la fin, vous allez voir c'est quoi. Fait que dans les nouvelles récentes, genre dans les 2 dernières semaines, en fait, il y a eu, surtout en Europe, là, il y a eu la Finlande et la Suède qui ont décidé de rejoindre l'OTAN. Oui, ils ont pris position, surtout quand on voit les proportions que le conflit entre la Russie et l'Ukraine prennent. Ouais. Ils ont pris des mesures pour dire, OK, nous on va rejoindre l'OTAN. Et là, on disait tout de suite que la Turquie s'opposait à ça. Oui, mais en fait, vous savez pourquoi est-ce que la Suède et la Finlande, des pays neutres, qui ont tout le temps été neutres dans tous les conflits, en fait, ont décidé de rejoindre l'OTAN? C'est à cause de tout ce qui se passe en Ukraine avec la Russie. Même quand la Finlande, c'était la première, je pense, à vraiment rejoindre, la Suède est venue après. Oui. Fait que la Russie a même fait des menaces à la Finlande de différentes façons pour lui dire qu'il ne fasse pas ça. Mais ils ont décidé de continuer de l'avant. Mais l'affaire, c'est qu'au niveau de l'OTAN, les 30 membres de l'OTAN doivent voter pour. Fait que s'il y en a juste un seul qui compte l'ajout de nouveaux membres, ça l'empêche vraiment, genre, qu'il puisse accéder. Fait que le seul qui a vraiment eu un petit problème avec, on va dire, avec la Finlande et la Suède, c'est la Turquie. Ouais. Quand je lisais ça, c'est à cause que, surtout avec la Turquie, parle beaucoup de la Suède, un peu moins de la Finlande, mais c'est un peu relié. La Suède dit que la Suède a vraiment financé des groupes terroristes en Turquie. C'est ça, eux, ils considèrent les Kurdes comme en tout cas, les partis kurdes comme des partis terroristes. Ouais. Et... Fait que dans leur objection, ils disent que la Suède a financé ces groupes terroristes, ils lui ont donné des armes. Fait que pour la Turquie, ça, c'est inacceptable. Fait que c'est pour ça que maintenant, ils bloquent leur entrée en l'OTAN. Mais moi, tu sais, moi, j'ai tout le temps regardé la Suède comme un pays, genre, vraiment neutre, qui je pensais pas qu'il est comme financé des groupes terroristes, là. J'ai tout le temps eu l'image des pays nordiques, la Finlande, la Suède, et c'est quoi l'autre pays à côté, là? La Norvège. Ouais. Donc, des pays plus tranquilles qui font pas ça, mais genre, la Suède a dit que la Suède a tout le temps été plus impliquée du côté humanitaire, surtout en Syrie. Ils ont vraiment aidé la Syrie côté humanitaire plus qu'autre chose, mais l'aide financière, ils dénient ça en fait. Ils nient ça en fait. Oui. Pour la Turquie, c'est juste, comment dire, pour ceux qui ne connaissent pas la situation du tout, les Kurdes sont un groupe ethnique qui vivent sur plein du territoire du Moyen-Orient. Ouais. Fait qu'il y en a quelques-uns en Afghanistan, en Syrie, Syrie, en Turquie, en Israël. En Turquie aussi, je m'imagine. Oui. Et pendant les conflits de la guerre de Syrie, c'est un groupe qui a pris position contre la Syrie au moment où la Turquie donnait encore son soutien au parti au pouvoir en Syrie. Fait que... Ok, fait les Kurdes avaient pris position contre le gouvernement de la Syrie. Ouais, la Turquie, dans ce temps-là, il appuie encore le gouvernement syrien. Oui, et aussi... Mais les Kurdes, c'est quoi? C'est des religions musulmanes, sais-tu? Je connais pas beaucoup ça. Leur religion, je ne saurais pas me prononcer, mais c'est comment dire? C'est un groupe qui est connu surtout parce que ils ont pris des actions militaires. C'est des sunnis musulmans, genre. Okay, Sunnis musulmans, oui. Okay, mais la majorité, c'est des sunnis musulmans, puis il y en a aussi d'autres communautés, mais à ce qui paraît, c'est des sunnis musulmans. Okay. Fait que c'est vraiment complexe, en fait, genre, tu sais, comme les Kurdes. La religion musulmane est divisée en
plusieurs parties. Fait entre les pays arabes et musulmans, il y a tout le temps une division. Fait que le fait que la Suède ait financé, genre, les Kurdes, la Turquie, c'est quelque chose qui voit mal ça. Fait que ça l'empêche vraiment que la Finlande. Mais ils mettent aussi un peu la Finlande dans le même bateau, genre. Tant qu'à faire les deux. Fait que, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais les Suédois et les Finlandais, la délégation sont déjà en Turquie en train de parler avec les représentants de la Turquie, les présidents et autres, pour voir une entente. Puis sûrement qu'ils vont trouver une entente. Puis en fait, l'Allemagne appuie vraiment l'entrée de la Suède et la Finlande parce que ça va vraiment changer la donne côté militaire en Europe. Fait qu'on va vraiment, mais tu sais, il y a quelques années, la Turquie, ils ont beaucoup de difficultés à rentrer dans l'OTAN aussi, là. Oui, ça avait été très long parce que justement, on leur reprochait aussi des attaques qui jugeaient pas nécessaires contre une partie de leur peuple, dont les Kurdes. Ouais, c'est ça. Fait que maintenant, eux qui sont là, c'est eux qui bloquent les autres. Fait que c'est comme. Maintenant, ils sont déjà là, fait qu'ils ont des droits qu'ils peuvent faire, fait qu'ils décident vraiment de bloquer ça. Mais c'est vraiment en continu, c'est une nouvelle qui va sûrement, on va attendre qu'est-ce que ça donne. Mais si la Suède et la Finlande réussissent à rentrer dans l'OTAN, il va peut-être avoir des choses que la Russie va faire, fait que ça va amener peut-être à d'autres choses. C'est sûr qu'à partir du moment où ceux-là sont dans l'OTAN, la Russie, ils sont comme. Ils commencent à être encerclés. Oui. Fait que ça c'est vraiment un gros enjeu. On va voir qu'est-ce que la Turquie va décider. Ils ont vraiment, genre, j'ai lu un petit peu qu'ils ont des choses qu'ils demandent, mais on va voir qu'est-ce que ça se passe. Fait que oui, juste pour ça, fait que la deuxième chose qu'on veut parler aujourd'hui, c'était un peu... Elon Musk, oui. En fait, ça fait comme 2-3 podcasts qu'on parle d'Elon. Il est dans les nouvelles. Vous avez en fait ce qui s'est passé. Elon Musk veut acheter Twitter, les réseaux sociaux de Twitter. Fait qu'il a vraiment mis, il y a quelques mois, là, c'est presque un mois et demi déjà qu'il a vraiment mis une offre d'achat pour acheter. Parce que lui, il pense que Twitter, peut-être c'est vrai, que Twitter n'est pas pour la liberté d'expression. Puis il bloque souvent beaucoup de gens qui sont contre la norme de ces moments. Fait que lui, il dit qu'il veut vraiment rendre ça genre plus axé sur la liberté d'expression, mais aussi genre il veut rendre la compagnie privée, parce qu'en ce moment il est sur la bourse de New York, mais en la rendant privée, il peut faire beaucoup plus de changements. Puis les employés ne sont pas très contents. Il y en a déjà qui ont deux employés majeurs qui ont quitté. Il y a déjà des employés qui sont vraiment pas contents de ça. Récemment, Twitter avait dit qu'il y avait juste 5% de leurs usagers qui étaient des bots. Oui, et c'est un des arguments que Elon utilise pour, comment dire, prendre du recul sur la transaction, peut-être essayer de négocier le prix à la baisse. Oui, en fait, se retirer. Moins de 5% qui sont des bots. Des bots, c'est genre des... comment est-ce qu'on peut les définir, les bots en français, genre? Des utilisateurs qui ne sont pas humains. Ils ne sont pas humains. Fait qu'ils sont générés par une intelligence artificielle, par un ordinateur, genre. Ouais. Fait qu'ils vont laisser des commentaires qui, des fois, ils ne font pas de sens, mais des fois, des commentaires les gens pourraient penser que c'est quelqu'un de réel. Ouais. Mais la plupart, c'est des scans, c'est juste pour créer du conflit ou pour vraiment... Des fois, ça peut être genre quelqu'un qui le fait, des fois, ça peut être une entité, un gouvernement. Il y a beaucoup d'histoires sur ça. La question avec ça, c'est plus, est-ce que... c'est pas comme s'il ne le savait pas au moment où il a fait l'offre. C'est plus... Oh, mais c'est une des choses qu'il parlait souvent, genre des bots, avant quand il tweetait, là, tout le monde, presque lui-même, il savait, là, il savait déjà avant même de faire son offre. C'est juste que lui, il dit que Twitter, en fait, dit pas la bonne information, en disant que c'est moins de 5%. Lui, il sait que c'est plus, fait qu'il veut vraiment que Twitter sorte les vraies données. Mais avec ça, j'ai comme plus deux théories. La première, c'est que soit il utilise cet argument pour négocier le prix de Twitter,
Parce qu'il a fait une offre qui était quand même plusieurs millions au-dessus de la valeur de Twitter. Ouais. Ben, et maintenant que, comment dire, la hype est passée, ben, il voit que oh bon Dieu, j'ai faim. Mais le prix de Twitter n'a pas augmenté en même temps que ça. Fait qu'il essaie de négocier ça. La deuxième théorie, c'est que ben, il voulait plus utiliser ce mouvement-là pour l'offre d'acheter Twitter, c'était plus pour vendre des parts de Tesla. Parce que c'est l'actionnaire principal de Tesla. Et pour que lui, il vende des parts de Tesla, il lui faut une bonne raison, là, parce que sinon... ok, je comprends. Oui, il mentionnait dans l'article ici. Mais en même temps, toutes les deux choses que tu as dit, il les mentionne dans l'article, c'est que c'est vraiment vrai. C'est au niveau... parce que lui, quand il a annoncé qu'il allait pas, genre, il met en suspens l'offre, la chute, la cote à bourse de Twitter a chuté, les prix ont comme descendu, la valeur. Puis aussi, mais c'est comme tu dis, pour lui aller récolter cet argent-là, il faut qu'il vende des parties de Tesla. Fait que, comme tu dis, Tesla, si tu veux vendre ces parties, il faut savoir pourquoi. Fait que lui, il peut dire c'est pour un investissement. Fait que c'est une raison pour ça. Fait que, est-ce que c'est vrai qu'il y a 5%, c'est juste moins de 5% des utilisateurs qui se débattent? On ne sait pas. Moi, je pense que c'est plus. Mais combien plus, Twitter ne peut pas dire si c'est beaucoup plus, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Ce serait pas bon pour eux. Mais en même temps, que 5%, moi je trouve que c'est plus. J'espère pas que c'est trop, mais si c'est trop, c'est pas bon pour eux non plus. Mais à la fin, est-ce que tu penses, juste pour conclure ça, est-ce que tu penses que Elon Musk va acheter Twitter? Là, tout de suite, je penserais que non. Si on me dit tout de suite, tu as 5000 pièces à parier sur est-ce qu'il va l'acheter ou non, je dirais non. Mais en fait, moi, je pense que oui. Premièrement, dans l'article, il disait que, tu sais, quand tu fais ces types d'offres, il y a aussi une entente que si tu ne veux plus continuer avec l'offre, il faut que tu payes genre 1 milliard. Ouais, lui, il faut qu'il paye 1 milliard, mais dans n'importe quelle offre, il y a comme une sorte des clauses qui disent si tu veux plus, il faut que tu payes genre pour partir. Mais lui, c'est 1 milliard. Fait que pour lui, 1 milliard, c'est. Mais justement, c'est que, comment je vois ça, c'est, ok, sa compagnie est présentement évaluée à presque 300 milliards, c'est ça? Tesla, tu parles? On va regarder. Tesla. Sa valeur. Valuation. Ok. Mais là, à ce moment, il est à 759,63 à la bourse. Donc, la valeur de Tesla, on va écrire ça, attendez là. Valuation de Tesla en bourse. Ok. Ce que là, à ce moment, on fait juste. Je vois la cote en bourse là. En tout cas, là, mais net worth of Elon Musk. Net worth of. Ça peut donner une idée de ce de quoi on parle. Là, c'est facile 300. Ok, lui, il est 200. Lui, il est évalué à 218,1 milliards de dollars. Ok. Imagine ça. C'est l'homme le plus riche au monde. On t'évalue à 218 milliards de dollars. Et tu sais que ta compagnie, sur la base juste de ce que tu fais, est surévaluée. Pour réduire, comment dire, l'impact de la baisse de la valeur, si tu dois payer 1 milliard pour pouvoir... mais Tesla est presque évalué à 1 trillion de dollars. Mais justement, mais il sait que c'est... Mais c'est surévalué. C'est ça. Et il le sait. À ce niveau-là, la seule chose que tu peux faire, c'est trouver une façon de vendre des parts pour limiter, comment dire, l'impact de la chute. Parce que si il se met du jour au lendemain à vendre toutes ses parts, il va détruire la compagnie. Parce que c'est surévalué par rapport à ce qu'ils font vraiment. Oui. Fait que quand il va venir le temps genre vraiment d'évaluer, la chute va être grande. Oui, c'est ça. Beaucoup de gens vont perdre beaucoup d'argent. Exact. Fait que lui, il veut vraiment libérer de l'argent
pour pouvoir continuer à faire fonctionner l'entreprise pendant ce temps-là. Fait qu'en libérant l'argent, en vendant des parts à d'autres personnes, la compagnie se stabilise, genre. Ouais. Mais elle est encore surévaluée, mais comme elle est plus, genre. C'est mieux réparti. C'est mieux, puis c'est pas juste Elon Musk, le fondateur. Yeah. Fait que, ouais, il y a vraiment un plan, là, c'est certain. Moi, je dirais qu'il va vraiment la vendre parce qu'il s'il a fait ces démarches-là, c'était pas pour rien. Mais il y a sûrement un plan qu'il veut faire avec Twitter. C'est ça. Dans l'idéal, il pourrait faire les deux. La partie qui m'étonnerait, c'est qu'il consacre autant de temps sur Twitter que sur les autres projets. Mais non, je pense que c'est son. Il y a déjà plein d'autres compagnies. C'est ça. Mais il va sûrement concentrer un peu de temps sur Twitter puis mettre les bonnes personnes. Les gens qui sont là en ce moment, les management actuels, haut placés à Twitter, dès qu'il va acheter la compagnie, il va toutes les sortir, il va mettre des nouvelles personnes qui vont avoir la même mission que lui. Mais je pense que lui est vraiment un plan d'ensemble de toutes ces compagnies. Je pense qu'il y a comme un plan de mettre Twitter dans ça. Je pense qu'à un moment donné, Twitter et Tesla vont se rejoindre. Ça va être vraiment genre, tu vois dans les Tesla, j'ai déjà une tablette. Twitter va être comme les derrière de ça, comme les réseaux sociaux. Ça pourrait être cool. Ouais. Fait qu'il va justement trouver une façon de rejoindre toutes ces choses, tous ces projets avec Twitter, sûrement. Oui. En tout cas, on verra dans les prochaines semaines. Exactement. C'est sûrement qu'on s'en en parle. Peut-être qu'on va encore en parler. D'ici même la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui vont se passer avec Elon Musk. En fait, notre dernier sujet, mais pas le dernier, parce qu'on a vraiment une sorte de quiz qu'on veut faire à la fin et qu'on voudrait que vous essayiez aussi. Moi et Kevin, on l'a fait. On veut voir que c'est un quiz Kevin va vous expliquer ça, mais en fait, le dernier sujet qu'on veut faire, c'est une actualité plus au Québec ici. Récemment, il y a la loi 96 qui a été approuvée il y a 2-3 jours. 2 jours, le 26. Le 26 mai 2022. Et puis, c'est une loi qui est quand même assez polémique, tu dis? Controversée. Controversée, pardon. Et qui a été faite par la CAQ, le gouvernement actuel. Fait que ça a été acté par les deux partis, Québec solidaire et la CAQ. Le Parti libéral et le Parti québécois ont refusé, mais pas pour les mêmes raisons. Le Parti libéral a refusé parce que tu sais que ça mettait trop les anglophones de côté. Et le Parti québécois, à ce qui paraît, refusé à cause que c'était pas assez sévère. Fait que les deux ont refusé. Fait que la loi 96, c'est vraiment une réforme de la langue, pour protéger en fait la langue française ici au Québec. Ça a beaucoup de choses, surtout au niveau collégial. Il y a beaucoup, et puis au travail. Au cégep anglophone, il va y avoir 3 cours de français supplémentaires. Puis le nombre de places, le nombre de élèves qui vont être acceptés va être plafonné genre en nombre. Fait que ça va être, on va dire, ça va être plus difficile, genre, que les jeunes puissent être acceptés au collège anglophone parce qu'il va y avoir, genre, un nombre limite. Puis les immigrants, mais ils vont, dès que tu viens ici, il faut que tu apprennes le français. Moi, si tu viens au Québec, tu migres ici. Il faut que tu apprennes le français. Quand même. Il faut que tu l'apprennes, oui. La façon. À moins que tu n'as pas de plan de rester ici et tu veux t'en aller quelque part d'autre. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est plus, comme on dit, quand on t'encourage à apprendre le français, c'est normal. Quand on t'oblige à apprendre le français, même je suis d'accord. La partie qui est bizarre, c'est que on met le français en conflit avec d'autres langues. Oui, mais quand tu viens au Québec, si tu fais ton immigration, tu passes par des processus dans n'importe quel pays. Tu sais que quand tu parles du Québec, il y a un moment donné qu'ils vont te dire là-bas, ça parle français. J'espère qu'ils te le disent. Oui. Puis si tu viens ici et tu penses rester au Québec quand même pour longtemps, puis tu veux que tes enfants grandissent ici, il y a un minimum de français que tu dois apprendre. Mais c'est certain que le français, c'est pas aussi facile à apprendre que l'anglais. C'est même pas que c'est pas aussi facile, c'est que
c'est pas la langue qui est utilisée pour faire des affaires en dehors du Québec. Oui, oui, oui. Mais pour pas s'éterniser, mais si tu sais que t'es mieux en anglais ou la langue que tu dis que c'est la langue pour le lycée d'affaires ou d'autres, Oui. pourquoi est-ce que tu partirais pas en Ontario comme... C'est pas ça le problème. Je veux dire, si on me dit, tu es obligé d'apprendre français, je suis d'accord. Ouais, Je parle français. Ouais. La question, c'est plus, ok, je suis obligé d'apprendre français, mais donnez-moi d'autres services parce que sinon, je suis obligé de faire affaire juste avec le Québec. Là, tu parles dans quel sens? Dans le sens d'un immigrant qui communique avec le gouvernement ou genre quelqu'un qui a une business? Je dis que la norme qui met en place le français de façon, comment dire, la partie où on dit, ok, on va communiquer avec les gens qui appliquent uniquement en français. Mais en fait, ici, c'est marqué à partir de mai 2023, les immigrants installés au Québec depuis plus de 6 mois recevront des communications de l'État exclusivement en français. Fait que tu as 6 mois en fait qui te donnent pour apprendre le français parce qu'après ça, tous les documents gouvernementaux vont juste en français. Oui. Ils peuvent le faire, mais c'est pas la meilleure façon de faire survivre le français à mon avis. Parce que moi, si j'ai envie de découvrir la culture du Québec et que j'arrive et que c'est français ou rien du tout, ça me met tellement de pression là-dessus que j'ai plus envie d'apprendre le français. Exact. Mais oui, il y a un côté certain qu'il y en a d'autres qui vont dire, bon, on est bien avec je vais apprendre le français. Mais je trouve que tu as vraiment raison dans le sens que même les plus jeunes comme moi et toi, on se débrouille dans le genre, on veut aussi parler l'anglais. Oui. Beaucoup de notre contenu, qu'on le veuille ou non, vient des États-Unis, vient d'ailleurs, puis la langue, même les contenus de quelque part d'autre, quand tu lis, on va dire, des mangas, des animés, c'est genre en anglais, après ça, tu le traduis, mais genre, beaucoup de contenu, beaucoup de créateurs de contenu influents vraiment, c'est en anglais, fait que les gens vraiment sont vraiment immersés dans l'anglais. Même les jeunes Québécois ils parlent plus anglais que leurs prédécesseurs, je pense. Oui, et la plupart des influenceurs, même les influenceurs, la plupart des influenceurs sont souvent bilingues. Oui. Et qu'est-ce qui se passe dans la plupart des émissions, c'est on va communiquer d'abord en anglais, et si quelqu'un intervient dans une autre langue et que la personne parle, tu vas répondre. Mais admettons que moi, je décide de faire mon show premièrement en français. Oui. Je réduis tellement l'audience que je peux rejoindre. Oui, c'est ça. Comme on fait, nous, on le fait en français, mais on a aussi des plans, peut-être faire un épisode en anglais. Oui. On a aussi des plans d'interviewer quelqu'un anglophone. On ne va pas se limiter juste pour dire le français. Tu sais, nous, comme créateurs de contenu, je ne sais pas si la loi 96 s'il y a quelque chose contre nous, mais je pense que, sincèrement, si on fait un épisode en anglais, on le met en ligne, nous, on a quand même le droit de faire ça, là, je pense pas. Parce que, tu sais, c'est surtout l'affaire que... J'ai lu beaucoup de choses, mais genre, les milieux de travail, tu sais, c'est certain que dans un milieu de travail, tu dois parler en français, genre au Québec. Tu vas dans un bureau, la plupart des gens te parlent en français. Ton client veut avoir un service en français, il faut que tu l'offres. Mais tu sais, beaucoup de compagnies font des affaires internationales. La langue, c'est l'anglais. C'est ça. Ouais, fait que tu sais. Et je veux bien dire, ok, fais l'effort d'apprendre le français. Oui. Mais à partir du moment où je décide que je veux mettre de l'avant le français, faut que ce soit dans l'avantage du français. Si je parle de théâtre, mettons, je vais le faire en français parce que la culture du théâtre en français est tellement riche que ça fait du sens de faire ça en français. Mais tu mentionnes quelque chose d'intéressant avant qu'on passe à d'autres sujets, c'est vraiment, je pense que c'est pas... Moi, je pense que vraiment, la loi 96 est là pour protéger le français, mais vraiment, tu veux vraiment, genre, que les gens soient intéressés au français et continuent à parler en français. Je pense que ça vient beaucoup au niveau de la culture. La culture au niveau des arts, genre. La langue, c'est quelque chose de culturel, comme tu parles du théâtre, de la poésie, les livres. Je pense que c'est mieux, genre, enforcer, genre, ces choses-là, des choses que les gens vont aimer,
Parce que c'est du divertissement, c'est de l'art, qui est vraiment mettre des lois pour vraiment, genre, des fois, renfermer. Mais si tu pousses, si le gouvernement décide, on va mettre de l'avant des choses culturelles françaises, du théâtre, de l'art, des livres, c'est comme ça que tu vas. Les gens vont s'intéresser à ça, puis vont vraiment continuer à apprendre le français parce que, tu sais, c'est comme ça qu'en fait, c'est comme ça qu'on apprend une langue, dans les livres, dans les arts. Il n'y avait jamais personne qui est arrivé chez moi et puis me dit, ouais, à partir de maintenant, il faut que tu parles anglais. C'est juste que la culture était intéressante. La culture, les contenus étaient intéressants, les livres sont souvent anglophones, les auteurs écrivent en anglais, les films sont anglophones, et puis tu veux vraiment t'immerser là-dedans. Fait que tu es vraiment maintenant avec YouTube, oui, il y a plein de créateurs québécois, mais la majorité des tops, c'est des anglophones. Et puis ils font des choses divertissantes. Fait que les jeunes Québécois, ils regardent ça, fait qu'ils vont s'intéresser à là. Mais à force de les écouter, ils commencent à comprendre l'anglais, puis là, ils communiquent. Puis honnêtement, si vous écoutez les jeunes, des fois, il y a beaucoup d'anglicisme dans leur phrase française. Là. Oui. Ils vont Et là encore, ça ne me gêne pas, parce que même du côté des créateurs, on peut aller des créateurs anglophones, quand il y aura ils vont essayer de glisser des expressions en français pour attirer un public français, mais ils vont le faire quand ils parlent de trucs comme la cuisine, quand ils parlent du théâtre, des bonnes manières, des trucs du genre. Et ce n'est pas une obligation, c'est juste que c'est ce qu'on met de l'avant. Est-ce qu'il y a quelque chose que la loi 96 met de l'avant? Culturellement, non. Mais j'aurais aimé ça que vraiment ils mettent l'emphase sur les nouvelles, genre vraiment sur les arts, les livres, les théâtres. Vraiment, ils mettent l'argent sur ça parce que c'est sur ça que les gens vont. Quand ça, c'est divertissant, quand ça, les gens ils vont lire et écouter ces genres de choses en français, puis ça leur divertit. Mais c'est comme ça que tu renforces ta langue française. Parce que par d'autres personnes qui diffusent leur contenu en français, genre. Pas en mettant des lois qui vont empêcher ça, puis ça. Moi, je trouve que c'est vraiment les arts. Molière, comment est-ce qu'il a mis les Français de l'avant? C'est par tout ce qu'il a fait, Molière. Ou Shakespeare, même, tu vois. Shakespeare, c'est en anglais. Mais moi, je parle vraiment de la culture, de l'art. Ces grands gens intellectuels, de leur langue respective, par leur travail, ils ont diverti les gens, puis ils ont rendu curieux. Ouais, curieux par leur travail. Fait que maintenant, on en parle, la langue des Molières, Shakespeare, et Shakespeare aussi en anglais. Mais c'est pas genre en mettant loi 96 puis on bloque les gens, c'est vraiment en misant sur les arts, la musique. C'est quelque chose qui devait passer parce que la radio, oui, la radio québécoise diffuse la musique, mais les tops, même au Québec, genre les chansons top, c'est des chansons américaines en anglais. Fait que s'il y a un message qu'on veut passer, c'est vraiment, c'est au niveau il faut vraiment mettre les arts, tout ce qui est en français, mais au niveau du divertissement, les arts, tout. On devrait mettre ça de l'avant pour protéger et protéger le français, en fait. La question, en tout cas, l'approche que j'ai, c'est pas tant qu'il faut protéger le français, c'est qu'il faut montrer pourquoi le français est intéressant. Oui, en fait, c'est ça, en fait. Mais en mettant toutes ces sortes de divertissements de l'avant francophone, les gens vont être curieux, puis vont vouloir en apprendre plus, puis les gens qui vont les faire, c'est des gens qui aiment la langue française. C'est des gens, des poètes, des humoristes, des comédiens, genre, ces gens-là vont divertir les gens en français pour qu'ils vont prendre soin de leur vocabulaire aussi, les écrivains aussi. Fait, quand ça c'est d'un bon niveau, les gens vont continuer vraiment ils vont continuer à... Qu'est-ce que les gens vont vraiment s'intéresser à ça. Ils vont s'intéresser à ça. Parce que sinon, ils vont goûter à ça. Exact. Sinon, tu te retrouves avec des... parce que si on se retrouve, a dit, tous les immigrants se mettent à apprendre le français, ils ne vont pas se rendre forcément à un niveau très avancé de français. Et au final, d'entendre des phrases à moitié bien formées en français, ça ne donne pas envie de vraiment... Comme tu dis, quand moi j'étais plus jeune, j'ai laissé beaucoup de Harry Potter, mais je les laissais en anglais. Je ne sais pas si ça donnait que c'était en anglais.
c'est britannique, ça vient de l'Angleterre, ça, mais c'était en anglais, mais si, il y a sûrement des romans québécois qui, Oui, comme il y en ça, a plein. mais on aimerait de mettre plus de l'avant, plus aux jeunes, puis c'est comme ça qu'ils s'apprennent par les sœurs, par les divertissements, puis c'est comme ça qu'on va améliorer la situation du français au Québec, je trouve. Puis la loi 85, elle est passée, puis on va vivre avec. Puis en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en accord. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de chercher genre des avocats. La commission scolaire anglophone, je pense qu'il y a déjà commence à faire des étapes pour aller contre. Mais ça va être difficile dès qu'elle est acceptée. Elle est déjà là. Yep. Mais on va voir qu'est-ce que ça va donner avec ça. Mais pour finir, en fait, notre podcast, on va parler je vais te laisser prendre la parole, Kevin, oui. pour que tu ailles. On va parler dans un quiz que Kevin a trouvé. C'est ça. Si vous êtes familier avec Ray Dalio, vous savez peut-être de quoi je parle. On a rempli le sondage Principal You. C'est un sondage qui permet de voir quel type de décision on est sensible de prioriser. Et ça te donne ton profil en termes de leadership. Quelle décision tu es plus sensible de prendre? C'est un quiz que Ray Dalio, c'est un investisseur bancaire. C'est vraiment genre un des plus gros investisseurs bancaires aux États-Unis. Et qui maintenant, lui, promouvoit ce type d'apprentissage financier, mais aussi humain. En fait, l'aspect que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il essaie. La culture de sa compagnie, ça priorise plutôt l'honnêteté la plus absolue possible. Ouais. Et pour que ce soit possible, il faut savoir à quel genre de personne tu parles. Donc, avec ce profil-là, ça te dit, OK, si moi je sais que, par exemple, je suis très attaché à... Fait que c'est ça, lui, sa compagnie, c'est Bridgewater Associates, qui est une firme d'investissement. Fait que lui, il a créé un quiz. Il avait déjà parlé de ça depuis 5 ans à peu près, là, que je voyais que les prémices de ça, parce que ce qu'il avait créé, c'était une plateforme où on pouvait laisser des commentaires sur les personnes avec qui on travaille. Ouais. Ça existe déjà dans sa compagnie. Et il essayait de rendre ça plus populaire. Et là, il a travaillé avec un coach en organisation, Adam Grant, si je me souviens bien, qui est quand même assez populaire. Fait que le quiz est fait pour vraiment voir genre type de personnalité, c'est ça? Oui. Mais c'est très complexe. C'est un quiz de personnalité vraiment plus complexe. Oui, parce que souvent, ce qui est dit... Est-ce que c'est lui ici, oui. Adam Grant, qui est un auteur scientifique? Yep. Ce que j'aime moins dans les quiz, souvent qui vont essayer de te classer dans un type de leadership intelligent, c'est qu'ils vont te donner des questions assez vagues et au final, le résultat, ils vont te dire, OK, tu es... le plus populaire, c'est souvent celui qui va te dire si tu es d'une certaine couleur. Oui, une certaine couleur. Enfin, il y en a quand même plusieurs, puis chaque influenceur, des fois, il y en a d'autres tests de personnalité, des couleurs et tout ça. Mais oui. Ça ne rentre pas tant dans les détails. Ça ne te pose pas des questions qui te mettent en situation vraiment. Okay. Or que celui-là, ça te pose des questions où tu dis vraiment ce que tu ferais dans la situation. Mais pour ceux qui sont... mais avant, parce que moi et Kevin, on l'a fait, on peut comparer, mais genre s'il y a des gens qui veulent peut-être faire le test, ils peuvent aller le chercher où? Oui, Principal, oui. Avec un S, you.com. You comme? You. Y-O-U. Parfait, .com. Fait que moi, je vais mettre le lien sur la description, là, principalu.com. Puis là, vous pouvez vraiment genre, faire le test. Et en fait, aussi inviter des amis. Oui. Puis après ça, il faut que les deux vous souvenez en compte. Comme ça, quand tu invites quelqu'un, un ami, tu lui donnes un lien. Puis comme ça, vous pouvez comparer leurs réponses. Mais on va faire ça un peu moins que Kevin. Notre petite comparaison. Là, j'étais en train de regarder. Oh, ça, c'était un résultat. Mais on peut faire la comparaison et puis après, on pourra rentrer dans plus de détails. Allons-y avec... déjà, la question que j'avais pour toi, c'est est-ce qu'il y a des questions qui t'ont surpris dans le test?
Pour être honnête, j'ai fait ça vraiment vite. J'ai fait ça avant le podcast. Mais j'ai fait des quiz de personnalité, puis il y avait des questions qui revenaient souvent, que j'ai déjà faites. Fait que non, il n'y a pas vraiment grand-chose qui m'a surpris. C'était beaucoup émotionnel, beaucoup logique, surtout sur ta personne. Fait que non, ça ne m'a pas vraiment surpris. Ok. Ben, on peut lire rapidement le résultat qui nous donne sur notre façon de penser. Là. Ouais. Okay. Hugo et moi avons des tendances différentes dans notre façon de penser, mais avec quelques similarités notables. On a noté des similarités dans la façon de conceptualiser les choses et de grandes différences dans la façon de détailler les choses, d'être, comment dire, attends, je vais te reliable. Ouais, le 96, non, dans le podcast. Ben, le truc est en fiable dans notre fiabilité et dans notre façon de délibérer. Ok, on est comment dans la façon comment tu dis ça? Conceptualise? Oui, dans notre façon dans nos principes, la façon dont on imagine le monde. Oui, on est pareil dans ça, mais on est différent dans tout ce qui est fiabilité et détail. Yep. Et ben, je lis ce qui est noté là, déjà. On dit que j'ai plus tendance que Hugo d'être attiré par des choses inconventionnelles et inventives. Et j'ai une tendance pour plus de diligence et de planification. Ça veut dire que j'ai plus tendance à l'idée des projets qui demandent un plus grand spectre d'idées dans l'implémentation. De façon intéressante, ma préférence pour la fiabilité ne semble pas limiter ma créativité. Mais si on regarde genre, au niveau, parce que tu peux voir aussi, quand vous allez voir les quiz, là tu peux voir il y a créativité puis une échelle de vraiment bas à vraiment haut. Oui. Fait que au niveau de la créativité, moi c'est marqué modéré. Oui. Kevin c'est vraiment genre très élevé. Très élevé. Oui. Il y a comme 5 niveaux. Là c'est peu élevé, non, très faible, modéré, élevé et très élevé. Ouais. Si on va voir au niveau de la... c'est la conceptualité qui nous rapproche le plus. Ouais, lui est vraiment haut, puis moi je suis comme... Lui est vraiment élevé, moi c'est élevé. Oui. Là, les détails, c'est... Ouais, j'avais remarqué que Kevin était plus détaillé que moi là, au niveau des détails, méticuleux et tout. Fait que ça, c'est quelque chose que tu montres déjà dans ta personnalité un peu. Là. La partie qui me surprend, c'est la partie où il parle de la créativité. Parce que moi, je pensais que... C'est créatif, c'est ça. Oui, c'est ça. Peut-être ouais, sûrement. C'est vrai que même moi, j'étais surpris au niveau de la créativité parce que j'étais quelqu'un de plus créatif. Mais peut-être est-ce que j'ai bien rempli les tests ou peut-être que créativité définit ça autrement. Fait ça, il faut les regarder. Oui. Et si on descend un peu plus, comment cette partie-là, c'est intéressant, comment est-ce qu'on engage avec les autres? Oui. On est... Ok. Je vais lire juste les gros paragraphes. Comment on engage avec les autres, oui. Nous savons des façons différentes dans nos relations interpersonnelles, mais nous sommes très extravertis et nous pensons différemment au niveau du leadership. Ouais, mais oui, mais je sais pas, ça me surprend que toi tu es comme extraverti. Ça c'est peut-être, je sais pas, peut-être à l'école tu es en plus d'extraverti. Comment dire, depuis quelques années, je vais plus vers les gens et j'ai toujours eu de la facilité à parler avec quelqu'un, c'est juste que je ne parle pas longtemps avec quelqu'un.
Mais ça, quand je dis extraverti, il ne faut pas avoir l'image de genre quelqu'un qui est full d'énergie comme extraverti. Oui. Fait que c'est peut-être plus dans le sens qu'on est quand même plus à l'aise d'aller Pareil. parler avec les gens. Comme lui, il dit, il peut parler avec quelqu'un, il peut approcher facilement, mais tenir une conversation, c'est plus difficile. C'est pas tant tenir une conversation, c'est que je veux pas raconter du n'importe quoi. Ouais, fait que tu fais attention, fait que tu coupes la conversation. Yep. Fait que c'est quand il faut tenir la conversation. C'est ça. Et, fait que là, au niveau des extravertis qui dit Kevin est vraiment haut élevé, puis moi je suis genre entre élevé puis vraiment élevé. Oui. Et au niveau du leadership, Kevin est vraiment haut, puis moi je suis vraiment bas. C'est surprenant. C'est parce que la façon dont eux ils définissent le leadership, c'est plus dans notre façon de travailler. Est-ce qu'on est susceptible de travailler avec d'autres personnes ou de plus faire du travail individuel? Oui, en fait, j'ai le leadership. Mais en fait, moi, côté leadership, les gens m'ont tout le temps dit que t'es comme. Par rapport à ce que je faisais, que j'étais inspirant, puis inspirant, motivant, c'est une partie du leadership. Est-ce que je suis quelqu'un qui, en leader aussi, doit être organisé, avoir des buts concrets, détaillés? Moins. Toi, Kevin, je pense que tu es plus de ces côtés-là, d'avoir des plans détaillés, mais peut-être que tu manques aussi des côtés plus motivateurs, inspirants. Mais qu'est-ce qui définit en leader? On a chacun, genre, des choses de leadership. Oui, on a un style différent. Un style différent. Mais je trouve qu'un bon leader a comme un peu de mix, un peu les deux. Fait que la façon, ce que je trouve qui manque dans mon travail d'équipe en général, c'est que je n'aime pas insister pour que quelqu'un fasse quelque chose. Si la personne, je lui conseille de faire quelque chose et qu'elle décide de ne pas le faire, comment dire, j'insisterai pas. Je trouve quelqu'un d'autre pour le faire. Ouais, ben peut-être ça c'est un manque, genre parce que tu vas laisser quelqu'un pour remplacer avec quelqu'un d'autre, puis peut-être un leader va trouver une solution pour voir si cette personne peut faire peut-être un autre travail ou autre chose. C'est plus que j'assume que pour que quelqu'un travaille bien avec moi, il faut que cette personne soit autonome. Je ne peux pas faire du micromanagement. Ok, je comprends. Il faut qu'il soit autonome, mais en même temps, il faut aussi que tu sois capable genre, de la prendre, de la motiver. Mais toi, tu es plus du conseil qu'il faut qu'il soit autonome, ouais. Ben, pour moi, la motivation vient de l'intérieur. C'est sûr que sur un moment décisif, je peux amener plus d'énergie, mais je ne peux pas être la raison pour laquelle tu fais quelque chose. Il faut que tu aies envie de faire quelque chose pour que je te donne les outils pour... Mais des fois, parce qu'on va bientôt finir, mais des fois, des fois, la motivation peut venir de l'extérieur. Des fois, c'est les leaders qui inspirent les gens à aller à faire quelque chose. Comme toi, tu dis que ça vient de l'intérieur, pas de moi, pas de toi. Fait qu'il faut que la personne se motive elle-même puis elle fasse les choses. Ça peut venir de l'extérieur, sauf que quand ça vient de l'extérieur, c'est moins durable pour moi. Oui. Mais c'est pour ça qu'un leader doit tout le temps promouvoir la mission. Je parle d'entreprise, mais ça veut dire un leader, il faut tout le temps, même si c'est répétitif, tout le temps, promouvoir la mission dans ses actions ou dans ses paroles, la mission de l'entreprise ou d'une institution, ou que ce soit une équipe de hockey, ou genre, mais la mission de qu'est-ce qu'il fait à chaque fois, parce que ça peut être les actions, la parole, parce que les gens oublient souvent. Fait que si tu fais une grosse pitch avec tous tes employés, mais après ça, tu ne viens pas leur montrer la mission, tu ne leur en parles pas, les gens vont oublier ça. Ben, il y a ça, mais d'un autre côté, c'est comme ça revient à la façon dont on voit la responsabilité. Si je fais ça, j'assume certaines responsabilités pour l'équipe et c'est important. Mais il ne faut pas que... Enfin, c'est possible que des gens de mon équipe mettent la responsabilité de leur travail sur moi. L'idéal dans une équipe pour moi, c'est que chacun ait envie d'amener le projet le plus loin possible. Oui, une équipe, les gens doivent vraiment collaborer au projet, mais en même temps, il faut que celui qui est en tête doit aussi genre, voir son plan de mission, parce que les gens en même temps te suivent. Tu crées une équipe, c'est toi qui es là. Oui, il y en a qui vont prendre peut-être plus de place que d'autres,
Mais tu veux pas non plus avoir des gens qui vont prendre un conflit, genre, puis change vraiment des visions. Mais les leaders doivent être de l'avant aussi. Mais pour conclure, c'est vraiment plus complexe. Mais j'ai vu que généralement, scorer beaucoup est bas. Fait que je pense que je vais le faire. C'est pas scorer bas, c'est des tendances qui. Comment on dit? Parce que ils présentent ça de cette façon, mais c'est pas tant faible dans un domaine, c'est pas mauvais, genre. Ouais. C'est un style différent. Parce qu'au début, comme il disait, ben, moi, je suis plus présenté comme quelqu'un qui a tendance à orchestrer des choses, à faire du coaching ou de l'inspiration. Et toi, tu es plus présenté comme quelqu'un qui va promouvoir des actions, qui va être individualiste dans la façon dont il fait le travail et qui va être aventurier. Ah. Les deux styles sont différents, c'est des qualités. C'est vraiment intéressant, il faudrait que je le lise. Oui. Alors, mais en fait, on va finir avec deux autres choses comme genre, on va peut-être regarder genre humble. Oh, moi. Fait que Kevin est vraiment élevé humble, puis moi c'est vraiment genre humble. Ça c'est plus culturel qu'autre chose. Je trouve que c'est très facile pour moi. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir humble et la recherche d'un statut. Parce que nous deux, nous recherchons un statut. Ouais. Mais c'est élevé, oui. Pour moi, pour balancer ça, j'ai besoin de me rappeler à chaque fois que, ok, si je le fais au meilleur de mes capacités, faut pas que je peux pas imposer ce standard-là à tout le monde. Il faut que ce soit pour mon propre plaisir. Oui, mais toi, t'es vraiment quelqu'un comme ça, puis ça me surprend que cette façon de penser est plus individualiste qu'autre chose. C'est parce que tu dis c'est pour moi. C'est pour moi dans le sens que je sais que si je mettais ces mêmes standards-là sur tout le monde, je serais malheureux pour rien. Ouais. Et je ferais souffrir des gens. Ouais. Pour moi, c'est important d'essayer de, comment dire, d'essayer de promouvoir la croissance, mais de laisser ça en option aux autres. Si tu as envie de faire quelque chose, on le fera ensemble. Mais si tu n'as pas envie, je peux pas m'imposer à quelqu'un d'autre. Ouais, j'ai pas envie. Oui. Mais exactement, on va finir avec ça, une bonne réflexion, Kevin. Et je vous invite vraiment à aller faire le quiz. Faites-le avec des amis. Moi, si vous n'êtes pas sûr, comme moi, si vous n'êtes pas sûr que la première fois vous ne l'avez pas fait comme il faut, genre prenez le temps parce que moi je l'ai fait vite. Puis honnêtement, des fois, il faut être quand même assez véridique. Quand je fais des quiz, je ne suis pas 100% véridique. Fait que c'est vraiment genre s'asseoir puis être le plus véridique, le plus vrai en fait dans tes réponses pour avoir vraiment un meilleur résultat détaillé, mais faites-le avec des amis, faites-le un ou deux fois, ou faites-le genre plus tard, dans 5 ans, ou dans 4 ans, parce que les choses changent. Oui, et l'important c'est d'avoir un peu de temps quand même pour relire les résultats après, parce que ça rentre dans beaucoup de détails et ça peut expliquer beaucoup de choses. Good. Moi, en particulier, ce que je retiens dans tout ça, c'est que ma tendance que j'aimerais beaucoup améliorer cette année, c'est laisser la place à d'autres personnes quand je vois qu'elles sont plus compétentes que moi. Exactement, oui. Ça, c'est une bonne chose. Ça, tu vois par rapport au quiz que tu fais, tu vois qu'est-ce que tu peux améliorer. Fait que, on va vraiment finir avec ça. Merci beaucoup d'avoir écouté ces podcasts, d'avoir regardé ces podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube. Puis, on va continuer à faire ça le plus longtemps possible. Puis, on a vraiment des gros plans. On veut vraiment s'organiser comme il faut pour au moins arriver à 100 épisodes. Puis, de là à 100 épisodes, plus d'autres choses. Puis plus de fun. Merci beaucoup. Puis on se revoit au prochain podcast. Ciao.